Salut et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel interview et aujourd'hui je reçois Clémentine Lavotte pour parler d'un sujet fascinant, le marketing conversationnel. Clémentine, elle va nous partager son expertise dans l'utilisation du marketing conversationnel pour aller créer des liens authentiques et vrais avec ses clients et ses prospects, principalement via les réseaux sociaux. Dans cet épisode, elle va nous expliquer comment elle utilise le marketing conversationnel sur le digital, surtout sur les réseaux sociaux et un petit peu par mail. Elle va aborder les éléments clés comme la gestion d'un CRM pour suivre les interactions et surtout l'importance de créer des contenus qui vont être pertinents pour attirer les bonnes personnes. Clémentine, elle va nous raconter comment elle envoie des messages de bienvenue à ses nouveaux abonnés pour apprendre à les connaître, sans arrière-pensée bien sûr de vente, et comment elle engage des conversations pour comprendre leurs problématiques. Elle va nous partager aussi des astuces pour ne pas passer pour un forceur en se concentrant sur les besoins des autres plutôt que de parler de soi. Elle insiste sur l'importance de nourrir les relations et d'être proactif dans la création des conversations. Clémentine nous partage aussi sa routine de travail, elle nous explique comment elle jongle entre toutes ses activités tout en prenant soin de son bien-être et intégrer des moments évidemment pour elle. Donc un épisode riche en conseils pratiques et avec son expérience personnelle qui est parfait si vous voulez améliorer maintenant vos techniques de marketing conversationnel. Bonne écoute! Hello Clémentine, comment vas-tu? Salut Éléonore, ça va bien et toi? Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Petite Pousse pour parler de marketing conversationnel. Donc toi Clémentine, tu es coach en création de contenu authentique et tu utilises notamment le marketing conversationnel dans ton business et j'imagine avec tes clientes. Donc tu vas nous expliquer tout ça, mais ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter avec tes mots déjà et puis surtout de nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui, nous parler un peu de ton parcours, de ton histoire. Pas de problème, avec grand plaisir. Alors je vais reprendre un petit peu l'étiquette que j'ai. Ce n'est pas de ta faute, tu peux pas le savoir, je suis en pleine refonte de tout mon business, donc rien n'est à jour nulle part. Mais je vais sortir un peu de la case création de contenu pour revenir à ma vraie spécialité et à mon vrai cœur d'activité qui est vraiment la stratégie de communication. Voilà, moi je suis accompagnante en stratégie de communication authentique, ça ne change pas. Mais vraiment l'idée c'est d'accompagner les entrepreneurs donc engagés, éthiques, qui ont des projets sociaux, écologiques, etc. à trouver leur manière de communiquer. Sur internet mais aussi en dehors parce que la communication ça ne se résume pas à poster sur les réseaux sociaux, il y a plein d'autres actions qu'on peut mettre en place pour attirer les bonnes personnes, pour créer du lien avec ces personnes et pour leur donner envie de travailler avec nous. Donc moi ma spécialité c'est vraiment la partie stratégique, ok, c'est quoi les objectifs et quelles actions on met en place pour y arriver et comment on fait pour atteindre ce qu'on veut et ça adapté à chaque personne parce que malheureusement, oui je vous le dis, si vous le croyez encore, il n'y a pas de recette miracle et de recette magique pour réussir à trouver des clients en communiquant. Malgré ce que certaines peuvent dire, non, il n'y a pas une seule façon de faire. Donc voilà ce que je fais. Donc c'est normal si tu n'avais pas le bon terme, puisque je suis en pleine refonte de tout, puisque je suis lancée depuis 2016, donc il s'est quand même passé pas mal de choses. J'ai commencé à la fin de mes études, parce que on m'a tendu une perche à la fin de mes études, dans le stage de fin d'études que j'avais. On m'a proposé à la fin de continuer à bosser avec eux, mais en freelance, parce que la start-up sociale avait 8 mois et qu'ils n'avaient pas les moyens d'embaucher. Et donc voilà, je me suis retrouvée face à ce choix de je continue à bosser sur un projet qui me fait kiffer
en freelance, sans savoir ce que ça voulait dire, ou alors chercher un CDI. Donc j'ai beaucoup évolué depuis 2016, c'est là où je voulais en venir, qu'il y a eu beaucoup de changements et que là je suis dans cette phase de nouveau cycle. J'étais dans un cycle depuis 2021 où je m'étais vraiment focus plutôt sur la partie création de contenu. Encore une fois, pour moi, la création de contenu, ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est quand même ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif. Et là, voilà, je suis arrivée à la fin de ce cycle et j'ai envie de vraiment revenir à, à ce qui me fait vraiment kiffer, qui est la communication de manière globale et la stratégie et qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs. J'espère que ça répond à ta question. Oui, carrément, ça répond tout à fait à ma question, hyper intéressant. En plus, j'adore, je suis vraiment heureuse de te recevoir ici parce que on partage pas mal de valeurs communes, notamment l'authenticité, que ce soit au niveau de la stratégie ou de la communication globale. Pourquoi toi d'ailleurs tu as décidé de te spécialiser dans les entreprises qui sont éthiques, sur cet axe vraiment de l'authenticité, de la partie environnementale, sociétale, etc. C'est quoi qui t'a donné envie de vraiment te spécialiser sur ce domaine-là? Eh ben écoute, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, beaucoup de choses se rapportent à ce stage de fin d'études qui a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis arrivée dans une start-up de l'économie sociale et solidaire de l'ESS. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là un autre monde entrepreneurial, un autre monde possible de, on peut avoir une entreprise, générer du chiffre d'affaires sans pour autant que ça soit l'objectif numéro un, de générer du chiffre d'affaires pour faire des bénéfices. Et que l'objectif, surtout dans l'ESS, quand tu es vraiment une entreprise de l'ESS, tu as des règles, c'est-à-dire que en fait, tu peux pas faire du bénéfice à outrance. L'objectif, c'est que ton chiffre d'affaires soit reversé dans ton entreprise ou pour tes bénéficiaires, etc. Donc c'est quand même contrôlé. En tout cas quand tu as vraiment l'étiquette ESS. Et donc j'ai découvert ce monde-là. Je me suis dit, c'est possible. C'est possible d'avoir, de travailler et d'être en phase à 100% avec mes valeurs. Parce que moi, les valeurs éthiques, sociales, écologiques, elles sont au plus profond de moi depuis toujours, en fait. Et j'étais un peu triste, c'est vrai, arrivée à ce moment où j'allais passer à la vie d'adulte, entre guillemets, la vie où j'allais travailler, même si en vrai je travaille depuis mes 18 ans à côté de mes études, quoi. Et je me disais, mince, il va falloir que je travaille et que je trouve une entreprise qui est plus ou moins en accord avec mes valeurs, etc. Et je connaissais pas du tout ce milieu-là, donc ça a ouvert une brèche. Je dis, waouh, mais ça existe et il y en a plein des entreprises qui font ça, mais c'est génial. J'adore. Je ne veux que travailler avec ces personnes-là. Et du coup, quand à la fin de mon stage, ils m'ont dit, bah mets-toi en freelance pour qu'on puisse continuer à bosser ensemble. Et qu'au bout de 3 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être freelance et que si je voulais en vivre, il fallait que je réfléchisse un peu à mon activité, ce que je voulais faire, etc. etc. Ça a été assez naturel pour moi de me diriger du coup vers ces personnes-là et de continuer à travailler avec ces projets qui, pour moi, ont un sens, qui ont un vrai impact sur le monde, sur nous, etc. Donc c'est pour ça, et pour la partie authenticité, ça n'a pas été réfléchi si tu veux. Déjà il a fallu que je mette une étiquette sur ça, Euh, parce que c'est ma vision de la com en fait. Depuis toujours, pour moi la communication, ça a jamais été je communique dans le but de vendre et de faire croire aux gens que mon produit ou mon service est trop le meilleur et que s'ils l'achètent pas, c'est la catastrophe. Non, pour moi, la communication, c'est vraiment revenir au sens premier du terme communication, qui signifie partager quelque chose à quelqu'un. Et c'est ça ma vision de la com. Ma vision de la com, c'est vraiment remettre l'humain au centre et dire j'ai un message à faire passer et je vais le partager à des personnes qui sont en phase avec ce message et qui vont le recevoir et on va pouvoir créer quelque chose ensemble. Et c'est vraiment ça, ma vision de la communication. Et donc, pour moi, ça passe par effectivement cette notion d'authenticité, où derrière, je mets cette notion d'honnêteté, de transparence. Parce que l'authenticité, voilà, ça peut tout et rien dire, surtout en 2024, où c'est un peu galvanisé comme terme. Mais quand il a fallu que je me mette une étiquette en 2019, déjà en 2019 j'avais choisi plutôt le terme communication éthique, qui était peut-être pas hyper clair, mais parce qu'en 2019, quand moi en tout cas je suis arrivée avec ce truc là de ok, la stratégie de com,
réfléchi de manière éthique, transparente, honnête, etc. Qu'est-ce que je mets comme étiquette? Au début, je voulais éco-responsable, mais éco-responsable, ça correspondait pas à ce que je faisais. C'était plutôt sur le graphisme, le site web, etc. Choses sur lesquelles j'ai pas la main, puisque c'est pas mon travail. Je peux indiquer à mes clients de le faire, mais je peux pas le faire. Donc ça me correspondait pas, donc il fallait trouver un terme, etc., etc. Et bon, voilà, au fil des années, j'ai un peu glissé vers l'authenticité, euh, qui est vraiment pour moi ce truc de transparence et d'honnêteté. On est vraiment là-dessus, tu vois, d'être soi-même, d'être honnête envers soi et avec les autres. Je partage à 10 000% cette vision de la communication authentique et éthique. Et tu vois, c'est trop drôle parce que moi, pour le coup, quand j'ai créé ma boîte il y a 4 ans, bah, je lui ai donné ce nom en fait de Authentique Communication. C'est le nom de mon entreprise en fait. Donc je partage à voilà, 10 000% cette vision de la communication. Et du coup, pour en revenir un peu à ton parcours, tu nous as dit donc que tu t'es lancé il y a un moment et là, tu étais en train justement de te repositionner par rapport à tes offres, etc. Et donc à la base, tu t'es spécialisé dans le coaching en création de contenu. Pourquoi est-ce que tu as choisi vraiment cet axe de la création de contenu? Parce que dans la communication, il y a vraiment plein de choses. Et pourquoi aujourd'hui, tu veux élargir à la stratégie globale de communication et plus vraiment te concentrer uniquement sur la création de contenu? Ouais, alors il y a toujours eu cet aspect stratégie, hein, tu vois, même si effectivement dans mon étiquette précédente, on était vraiment sur création de contenu, mais c'était quand même toujours la stratégie de création de contenu, hein. Moi, ça a toujours été la stratégie, mon dada, trouver des idées, réfléchir, etc. Pourquoi la création de contenu? Parce que moi, c'est comme ça que je trouve mes clients. C'est vraiment la manière que j'ai de communiquer et qui me permet de vendre, et, et que j'ai eu envie de transmettre finalement. Et encore une fois, pour moi, la stratégie de contenu ne se limite pas à Instagram, à LinkedIn, à TikTok, etc. Ce qu'on est en train de faire, c'est du contenu. Une newsletter, c'est du contenu, etc. Donc voilà, c'est quels canaux de communication sont les plus adaptés. Donc en soi, je vais pas changer le fondement de mon activité, tu vois. Mais juste, je veux élargir aussi pour pouvoir aborder d'autres sujets que j'aborde avec mes clientes en vrai dans nos accompagnements. Par exemple, la stratégie média, tu vois, de faire encore une fois ce qu'on est en train de faire, de se faire inviter dans des médias pour échanger, pour se faire connaître ailleurs, même peut-être de la presse plus classique, de faire de la relation presse, puisque dans mon passé, j'ai quand même fait des études de journalisme, donc je connais ce côté-là. Et donc voilà, tu vas réfléchir à toutes ces actions-là aussi, de se dire, bah en fait, communiquer, ça peut être aussi aller faire des événements, d'organiser des choses en physique et sortir du tout digital finalement. Donc c'est pour ça que je réélargis. Mais voilà, le fondement ne change pas vraiment. Ça sera toujours sur ok, comment on communique pour des humains et comment on fait, voilà, on communique sur Internet avec la création de contenu. euh, et en dehors avec d'autres biais, tu vois. Mais donc voilà, je sors de cette étiquette et j'ai envie de sortir de cette étiquette parce que comme je te disais au début, l'étiquette création de contenu, dans l'imaginaire collectif, malheureusement, même si j'ai beau répéter, 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 répéter que la création de contenu, ce n'est pas qu'Instagram, et ben malheureusement, pour la grosse majorité des gens, créer du contenu, ça se résume aux réseaux sociaux. Donc, en élargissant, j'espère que du coup, dans la tête des gens, je ne serai plus catégorisée que comme Clémentine va m'aider à faire ma strat Instagram, ce qui n'est point le cas. Ouais, je vois, non mais complètement. Et puis, comme tu dis, si c'est déjà des points que tu abordes avec tes clients dans tes accompagnements aujourd'hui, bah en fait, autant le communiquer de la bonne façon en expliquant que bah, tu accompagnes pas tes clients uniquement sur la strate de contenu, mais sur la stratégie globale. Et je suis raccord avec le fait que aujourd'hui, communiquer bah, sur le digital, c'est très bien et c'est même indispensable, mais il y a aussi plein d'autres canaux comme les canaux physiques, les événements, etc., comme tu le disais, qui sont aussi hyper intéressants et complémentaires en fait à la partie communication digitale. Et pour en venir à notre sujet du marketing conversationnel, ça se passe plutôt sur le digital ou est-ce que ça se passe aussi en dehors et en physique? Eh ben écoute, ça peut se passer dans les deux cas. Moi, c'est vrai que je vais plus l'utiliser sur le digital, surtout pour voilà, les réseaux sociaux, un peu de mail, etc.
principalement quand même les réseaux sociaux pour le coup, puisque c'est plus facile, hein, c'est quand même fait pour ça, les réseaux sociaux à la base, pour pouvoir discuter facilement avec les gens. Donc je l'utilise plutôt comme ça. Après, effectivement, tu peux l'utiliser en réel si tu es plus à l'aise avec le téléphone, avec les SMS, etc. etc. Et puis tu peux très bien, quand tu rencontres des gens en vrai, après du coup les ajouter dans ce qu'on appelle un CRM, donc un petit tableau où tu vas suivre les gens avec qui tu échanges pour savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils t'ont fait part d'une problématique? Est-ce qu'ils t'ont pas fait part d'une problématique? S'ils t'ont fait part d'une problématique, est-ce que ils t'ont dit vraiment que ils ont un souci sur le sujet que tu traites ou ils t'ont juste fait part d'une problématique plus globale. S'ils t'ont fait part d'une problématique que tu traites, est-ce qu'ils sont allés voir tes offres? Est-ce qu'ils t'ont dit que ils savaient ce que tu faisais, que c'était intéressant? Enfin, tu vois, histoire de bien savoir où se situe chaque personne et de les faire avancer dans ce tunnel jusqu'au moment clé où tu vas pouvoir leur proposer quelque chose pour les aider ou encore une fois, ou pas, selon qui sont les personnes et comment elles avancent. Donc tu peux très bien le faire quand tu rencontres des gens dans la vraie vie et surtout avec les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, avec qui tu vas pouvoir échanger. Moi par exemple, quand on vient me suivre sur les réseaux sociaux, bon, sauf cas exceptionnel, parce que je vais quand même checker manuellement tous les profils qui rentrent, enfin qui viennent me suivre, mais sinon j'envoie toujours un petit message de bienvenue pour apprendre à connaître la personne qui arrive sur mon compte, en fait, tout simplement, encore une fois, sans arrière-pensée de vendre quoi que ce soit, mais juste de savoir qui est l'humain qui vient de s'abonner à mon compte, tout simplement. Et bah c'est parfait, tu me fais une transition merveilleuse parce que justement c'était ma prochaine question, c'est comment est-ce que toi tu l'utilises dans ton business aujourd'hui, le marketing conversationnel? Quelles actions tu mets en place et quels résultats tu obtiens derrière? Ouais, moi, le marketing conversationnel, aujourd'hui, en vrai, j'ai pas fait vraiment les stats, donc ça va être des chiffres, voilà. Mais disons qu'aujourd'hui, 90% de mes clientes, c'est grâce au marketing conversationnel qu'on a signé ensemble. Et le marketing conversationnel, il va de pair avec du coup une bonne stratégie de communication et du coup un contenu qui va être pertinent sur Internet aussi. Puisque l'idée, c'est de créer du contenu pertinent qui va attirer les bonnes personnes à soi et ensuite, créer ce lien en discutant dans les messages privés, etc., en refaisant du contenu qui pourrait les aider, etc., etc. Et jusqu'au moment où on peut dire, bah écoute, si tu veux, tu m'as fait part de tel problème, on en discute et on voit si on peut faire quelque chose ensemble ou pas. Donc moi, c'est comme ça que je l'utilise. L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'apprendre encore une fois à connaître la personne, à prendre soin d'elle, à répondre à des premières questions, à peut-être donner quelques conseils, quelques pistes, et de prendre des nouvelles régulièrement, d'entretenir ce lien. Et encore une fois, au moment où c'est opportun, si ce moment se présente, de dire vas-y, viens, on voit si on peut travailler ensemble. Oui, non, plus tard, peut-être, jamais. Bref, mais en tout cas, on crée du lien. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et puis également, voilà, dans des communautés d'entrepreneurs dans lesquelles je peux être, des fois, il y a des personnes qui ont des besoins, qui font des demandes, et dans ces cas-là, je vais me positionner, je vais répondre aux demandes aussi, mais voilà comment j'utilise le marketing conversationnel. Donc principalement sur les réseaux sociaux et aussi par mail, ça m'arrive, voilà, des personnes qui sont dans ma newsletter, qui lisent mes mails, qui cliquent sur des liens, mais qui passent pas forcément à l'action. Des fois, ça m'arrive de leur réenvoyer un petit message derrière pour essayer de creuser un petit peu. Ça marche un peu moins bien que sur les réseaux sociaux, mais c'est une façon de faire aussi. Hyper intéressant. Et alors, tu mets en place, enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses que tu nous as dit, donc le message d'accueil, les relances, prendre des nouvelles régulièrement, ce genre de choses. Quels outils tu utilises ou quelle organisation tu mets en place pour pouvoir pas te mélanger les pinceaux entre toutes les personnes avec qui tu as échangé et te souvenir qu'en fait, à tel moment, va falloir relancer telle personne parce qu'elle t'avait dit telle info? Est-ce que tu as juste un cerveau de ouf ou est-ce que tu utilises des outils et une certaine organisation pour justement mettre en place les bons messages au bon moment auprès des bonnes personnes? Ouais, non, non, j'ai pas un cerveau de ouf. Si c'est pas noté, ça n'existe pas. Donc, non, non, non. Comment je fais? J'ai un outil principal qui est mon CRM. Alors, il y a plein d'outils de CRM, etc. Moi, je fais ça dans un bon vieux tableau Notion. Ça marche très bien. Et en fait,
je vais entrer, alors encore une fois, ça, je vais pas rentrer tout le monde dans mon CRM, mais je vais ajouter dans mon CRM des personnes avec qui du coup j'ai échangé et surtout avec qui il y a déjà eu entre guillemets une première touche, entre gros guillemets, ou en tout cas la personne m'a fait part d'une problématique de communication, d'un besoin, d'une envie, voilà, je sais quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, tu vois. Si on commence à discuter, je fais mon petit message de bienvenue pour savoir comment la personne est arrivée jusqu'à moi. Si elle me dit bah, j'ai bien aimé ton compte, etc. Bon, voilà, soit je creuse un petit peu pour savoir qu'est-ce qui a pu lui plaire et tout, mais sans forcément rentrer plus dans la conversation. Et puis d'autres personnes directement vont me dire ah bah je suis venue parce que j'avais tel problème, j'ai tel besoin, j'ai telles envies. Et donc là on va creuser. Et puis moi après, donc dans mon CRM, je me mets des petits rappels. Déjà, je fais les suivis des conversations, c'est-à-dire que je me note bien, bah voilà, on a parlé de ça, on s'est dit ça, etc. Je peux lui conseiller ça. Et donc je me fais des rappels, je sais pas, tous les 2 3 mois en général, bah, pour aller prendre des nouvelles. Et après, je suis pas une forceuse, donc si la personne elle ne me répond pas, bon bah je vais pas essayer de prendre des nouvelles tous les 2 mois, tu vois. Là par exemple, j'ai fait ça quand on enregistre. J'ai fait ça quand la semaine dernière, la semaine d'avant. Normalement, j'essaie de faire ça toutes les semaines, mais bon, disons plus. Bon, là, réellement, on va être plus sur au moins une fois par mois, quoi. Mais tu vois, il y a des personnes qui m'ont pas répondu à mon petit message pour prendre des news. Bon bah c'est pas grave, je vais pas aller les harceler tous les jours en mode Eh, tu m'as pas répondu, comment ça va, comment ça va, comment ça va. Non, encore une fois, le marketing conversationnel, c'est prendre soin des humains. Donc, on vient prendre des nouvelles, on s'intéresse à eux, etc. Et s'ils répondent pas, bah ils répondent pas, c'est pas grave. Peut-être ils reviendront plus tard, peut-être il y aura d'autres occasions de déclencher des conversations. Et voilà, on n'est pas des harceleurs non plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non mais carrément, ne pas harceler les gens. Et justement, est-ce que tu as des petits tips, des conseils que tu peux partager peut-être à tes clientes qui veulent mettre en place plus de marketing conversationnel dans leur business? Quels sont voilà, tes meilleurs conseils, tes meilleures astuces pour justement faire les choses de la bonne façon et pas passer pour un harceleur, comme tu le disais? Un forceur. Déjà, si on se pose la question de comment ne pas passer pour un forceur, en général, il y a peu de risques quand même. Mais l'idée, c'est surtout, et c'est le conseil prioritaire que je vais vous donner, c'est de ne pas tourner la conversation sur vous. Il n'y a rien de pire pour être forceur, c'est de parler de vous, de parler que de vous. Ça, c'est de la prospection à froid, c'est bref, non, ça, c'est pas du marketing conversationnel. Le but du marketing conversationnel, c'est de connaître la personne qui est en face. C'est de la comprendre. Donc, c'est de lui parler, de lui poser des questions. Moi, quand je discute, quand je fais du marketing conversationnel, je pose des questions. Quasiment jamais, disons que si on me fait part d'une problématique qui pourrait nécessiter un petit conseil, je le donne. Mais de moi-même, je vais pas dire ah tiens, je peux t'aider à faire ci, à faire ça, à faire bidule. Non, mais là on pourrait faire ça ensemble. Non, c'est bah ok. Qu'est-ce qui te pose problème? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Enfin, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est vraiment poser des questions et s'intéresser vraiment à la personne en face et pas tourner la conversation à toi. Vraiment pas. C'est pas toi le sujet de la conversation. Toi, t'es là pour écouter, t'es là pour entendre et t'es là pour conseiller s'il y a besoin de conseils. Bien sûr, on s'entend. L'idée, c'est pas de tout donner gratuitement en DM Instagram, hein. Au bout d'un moment, bah, vous allez arriver au bout de ce que vous allez pouvoir partager gratuitement. Alors ça, où c'est qu'on met la limite? Bah, on la met quand on sent que c'est trop, et de toute façon, au fur et à mesure que vous allez essayer, faire des conversations, vous allez bien sentir qu'au bout d'un moment, c'est stop. Moi, les premières conversations, je pense que j'ai trop donné. C'est normal, je pense qu'on passe tous par là. Euh, et qui du coup n'ont pas converti forcément. Tu leur donnes toutes les clés en message gratuitement, il n'y a pas de raison que ça convertisse. Mais voilà, juste de discuter et puis au bout d'un moment dire bah ouais, je comprends la problématique et on pourrait aller plus loin que tous les petits conseils là que je t'ai donnés ou que tous les contenus gratuits vers lesquels je t'ai renvoyé, parce que c'est aussi une possibilité. Moi, ça m'arrive quand je discute avec des personnes, qu'elles me font part d'une problématique, de dire ah bah tiens, j'ai enregistré un épisode de podcast sur le sujet, tu peux aller l'écouter, etc.
Tu vois, c'est aussi ça finalement, prendre soin des gens. C'est de leur dire, bah ah oui, ok, bah j'ai fait un truc spécial là-dessus, je te l'envoie, comme ça tu peux aller te renseigner, aller plus loin, quoi. Quitte à revenir quelques semaines plus tard pour savoir si elles ont eu le temps de l'écouter, si ça leur a plu, si ça les a aidés, etc. Encore une fois, pour faire du suivi et prendre soin des gens. Mais pour répondre à ta question sur l'outil, mon CRM. Sur Notion, il y a plein d'autres façons de le faire si vous n'utilisez pas Notion, mais d'avoir un petit tableau qui récapitule à qui vous avez parlé, qu'est-ce que vous vous êtes dit, à quelle date vous vous êtes parlé, et quand est-ce que ça serait quand même sympa d'aller prendre des news pour reconnecter si vous n'avez pas discuté depuis. Hyper intéressant. Et puis, j'aime bien que tu nous dises ne pas tout donner non plus par message privé et justement de trouver la limite et l'équilibre entre aider la personne, lui apporter de la valeur, etc. Mais pas non plus tout donner parce que finalement, comme tu dis, derrière, ça ne va pas convertir. Comment est-ce qu'on arrive à placer la limite entre ce qu'on peut donner, ce qu'on peut pas donner pour quelqu'un qui vraiment, ne sait pas du tout où poser la limite? Parce qu'on va savoir au bout d'un moment que on a peut-être trop donné à ce moment-là, mais à quel moment, tu vois, s'il y a un point clé, on sait que là, en fait, on s'arrête et on propose notre accompagnement payant. Ouais, c'est pas facile de trouver la limite, et en plus ça va assez dépendre de chaque personne et de chaque métier, hein. Si on prend un graphiste par exemple, la limite ça va être qu'au bout d'un moment, elle a beau donner des conseils graphiques, si la personne elle veut une identité visuelle, va falloir qu'ils travaillent ensemble. Elle pourra pas lui faire une identité visuelle par DM Instagram, tu vois, ça va être compliqué. Donc la limite, elle va être assez rapidement claire pour c'est les personnes qui sont plutôt dans le service. C'est vrai que le plus compliqué, c'est pour l'accompagnement, c'est de savoir où mettre le point, tu vois. C'est vrai que j'ai pas forcément de moment clé euh, à préconiser. Je pense que ça se sent dans ses tripes. Et là, ça demande de s'écouter. Ça demande de s'écouter, de se dire, ok, là, si je lui réponds encore, que je lui donne encore des conseils, je vais me sentir flouée, entre guillemets. Tu vois. Et la limite peut être différente pour chacun, mais tu vois, je l'ai vu avec une de mes clientes là en accompagnement, qui m'a dit, bah là, ça faisait plusieurs fois que je lui répondais à des mails, on échangeait, je lui donnais plein de conseils, mais là j'ai senti que c'était le moment de lui proposer mon accompagnement. Parce que c'était bien beau de lui donner des petits tips par-ci par-là, mais que ça allait pas traiter le sujet de fond, tu vois. Et que pour traiter le sujet de fond, au bout d'un moment, il faut travailler avec la personne, quoi. Et moi, c'est un peu pareil, tu vois. Je discute, je peux donner des conseils, des petits tips, des machins, et puis au bout d'un moment, je suis là, voilà, maintenant, si tu veux vraiment bosser ta strat et réfléchir à quelles actions on peut mettre en place, moi, en fait, j'ai besoin de mettre le nez dans ton business, tu vois, parce que c'est pas en 3 messages Instagram que je vais pouvoir te donner une strat et te dire, c'est ça que tu devrais faire, tu vois. Et pour ça, malheureusement, il faut qu'on bosse ensemble, quoi. Enfin, malheureusement, non, heureusement, parce que c'est très cool, mais... Euh, donc voilà, il faut le sortir dans ses tripes. Donc faire de la place pour s'écouter. Je pense que vous allez très vite le voir quand vous allez écrire ce message de trop. La première fois, vous allez l'envoyer sûrement. Puis la deuxième fois, vous allez dire, bon allez, je l'envoie, mais je le tourne avec une proposition de s'appeler, de voir comment on peut travailler ensemble, etc. Ouais, donc savoir s'écouter et puis apprendre au fur et à mesure des échanges qu'on aura avec ses prospects, à quel moment est-ce qu'on a senti qu'en fait, là, c'était le moment pour présenter son offre d'accompagnement. Exactement, tout à fait. Combien de temps ça te prend, dans une semaine par exemple, d'aller converser justement avec tes prospects? Donc tu nous as parlé d'Instagram, mais est-ce que tu es uniquement toi sur Instagram ou est-ce que tu vas échanger aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok? Je ne sais pas sur quelle autre plateforme tu es. Combien de temps ça te prend au global et peut-être par plateforme si tu en as plusieurs? Ah, ça, c'est la question à chaque fois que je parle du marketing conversationnel. Les gens sont là, ah ouais, c'est trop génial! Mais ça te prend combien de temps? Allez, faites pas les innocents, on va tous aux toilettes avec notre téléphone. Hein? Quand on pose la grosse commission, on a que ça à faire. Donc faites pas genre, on a 5 minutes dans notre journée pour le faire. C'est pas une question de temps et de planning. J'ai que Instagram. Je suis sur LinkedIn, mais j'ai arrêté de communiquer depuis juin 2023, donc c'est plus là-dessus
que je fais du marketing conversationnel. Il y avait encore quelques personnes avec qui j'échangeais sur LinkedIn, mais du coup, voilà, ça s'est tari de manière naturelle. Donc aujourd'hui, on est vraiment plus que sur Insta. C'est compliqué de te donner un chiffre parce que ça va dépendre, parce que pour faire du marketing conversationnel, il faut aussi nous faire des actions et faire en sorte d'engager des conversations. L'idée du marketing conversationnel, les gens ils viennent pas forcément d'eux-mêmes converser avec toi. L'idée c'est que toi tu fasses en sorte qu'on vienne converser avec toi. Donc par exemple en faisant des stories sur Instagram où tu vas mettre des stickers de sondage, des machins, des trucs pour toi aller après rembrayer derrière en message privé en mode ah bah t'as répondu ça, bah tiens tu pourrais m'en dire un peu plus, blablabla pour engager une conversation. Effectivement les messages de bienvenue, mais pour faire des messages de bienvenue ça veut dire faire du contenu pour attirer de nouvelles personnes. Bref, c'est toi qui es acteur finalement de ton marketing conversationnel. Donc ça dépend à quel moment. Là, tu vois, c'est vrai que je suis hyper dans mon travail de fond, sur mon business, etc. Donc là, ça doit me prendre... en vrai, je fais plus grand chose pour faire de la conversation là en ce moment, vu que j'ai d'autres priorités, de remettre mon business à flot et de voilà tout bien cadrer pour justement après reprendre tout ça. Euh, donc là, ça serait pas très représentatif, tu vois. Genre sur mon mois de juin, ça a dû me prendre vraiment une demi-heure de faire mes relances. Et après, vu que je fais mes messages de bienvenue au fil de l'eau, bah en fait, c'est 5 minutes par-ci par-là quand il y a quelqu'un qui s'abonne, quoi. Et puis le message, il est pré-rédigé dans mon téléphone, je le copie-colle, je le personnalise un petit peu en fonction des gens, et puis voilà. Donc en vrai, c'est assez rapide. Et après, c'est aussi, c'est quoi les priorités pour ton business, tu vois? Est-ce que c'est une prio ou pas? Moi, je sais que le marketing conversationnel, c'est une de mes manières de convertir les plus fiables, entre guillemets, ou en tout cas c'est une des manières qui fonctionne le mieux pour moi et pour mon business. Donc, bah, je vais prendre le temps, tu vois. Comme il y a d'autres personnes qui vont ultra bien convertir en story sur Instagram et qui vont passer 1 heure par jour à faire des stories sur Instagram pour convertir, bah moi je vais passer 1 heure par jour, peut-être pas, hein, prenez pas ça au pied de la lettre, pour discuter, tu vois. Donc, donc voilà, là c'est compliqué de te donner un temps précis, mais ouais, en général c'est aller au moins une demi-heure par jour de discussion quand je suis dans mes périodes où je discute vraiment, que j'ai envie d'aller discuter, et où je fais les efforts pour aller discuter avec les gens. Mais encore une fois, c'est une demi-heure par-ci par-là, quoi. Une demi-heure quand je vais faire ma balade de quotidienne, une demi-heure, bah oui, quand je suis sur les toilettes, quand je me lave les dents, enfin bref, voilà, tous les moments où tu es sur ton téléphone et que tu peux prendre de ces 5 minutes pour discuter, quoi. Ok, ouais, donc ça se cale quand même assez facilement dans une journée. Au lieu d'aller scroller en fait sur Instagram, bah, en fait on va prendre le temps d'aller échanger avec les gens. Et surtout, ce qui est important, ce que tu nous as Exactement. dit, c'est d'aller mettre en place les actions qui vont venir donner envie aux gens de venir converser avec soi. Tu nous as Bah donné oui. l'exemple des stories, par exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples d'actions qu'on peut mettre en pratique, mettre en place dans son business pour justement inciter les gens à venir interagir avec nous? Ouais, bah effectivement, les stories sur Instagram, ça marche vraiment pas mal, avec des stickers, etc. Poser des questions, s'intéresser. Forcément, les petits messages de bienvenue quand on arrive. Donc là, bah, encore une fois, il faut faire des contenus qui vont attirer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi de faire des contenus sur votre feed Instagram, par exemple, où vous allez inciter les gens à commenter. Et continuer peut-être la conversation en message privé. Moi, ça m'arrive, voilà, des fois de commencer des conversations en commentaire et puis après d'aller poursuivre en message privé parce que envie d'en savoir plus et que des fois c'est plus facile de s'exprimer pas publiquement sur des commentaires. Euh, donc ça c'est des actions assez faciles et simples à mettre en place. Et puis après, une fois que vous avez commencé les conversations, d'aller relancer des gens, etc. Ça se fait aussi, ça se fait aussi bien. Mais il faut vraiment garder en tête que le marketing conversationnel, c'est d'être proactif. C'est de prendre soin des gens, mais d'être proactif. Encore une fois, c'est pas les gens qui vont. Enfin, si vous attendez que les gens viennent sonner à votre porte, vous allez sûrement attendre longtemps. Carrément. Non, mais c'est clair, c'est important de le dire que
comme tu le disais tout à l'heure, on est responsable en fait des actions qu'on va mettre en place et des résultats qu'on va obtenir derrière. Et donc effectivement, si on veut que les gens viennent nous parler, on peut pas être juste là à attendre qu'ils arrivent, mais il faut quand même mettre en place des choses, aller planter nos petites graines. Et puis j'imagine qu'entre le moment où tu commences à échanger avec quelqu'un par message privé et le moment où tu vas finir par travailler avec cette personne, il peut aussi se passer un certain laps de temps et il faut laisser le temps au temps aussi, quoi. Carrément, c'est aussi important de savoir, et ça vient avec, c'est de la stratégie business, mais de connaître le temps que va mettre un prospect à transformer l'essai, quoi, dirons-nous. Et ça, tu le sais aussi avec ton CRM en suivant, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des personnes, il leur faut parfois 1 an avant qu'on travaille ensemble. Mais si ces personnes, ça veut dire que ces personnes-là, quand elles arrivent, qu'elles me découvrent pour la première fois, on va pas travailler ensemble avant 1 an. Si je fais rien de mon côté pendant 1 an pour engager la conversation régulièrement avec elles, pour prendre des nouvelles, pour savoir où elles en sont, etc., c'est pas 1 an qui va se passer, c'est 2, 3, peut-être même jamais. Parce que quand une personne arrive, s'intéresse à nos contenus, il y a quoi? Peut-être 20% des personnes qui sont prêtes à travailler avec nous maintenant. Ça veut dire qu'on laisse 80% des gens de côté, et donc potentiellement 80% de chiffre d'affaires de côté aussi. C'est ça l'intérêt aussi du marketing conversationnel, de se dire je vais continuer à nourrir ces relations, à créer du lien, et peut-être qu'in fine ça va se transformer, peut-être pas, hein. Il y a aussi des personnes qui sont dans mon CRM, ça va faire 3 ans qu'on discute, il s'est jamais rien passé, et c'est ok, tu vois. L'idée c'est pas de mettre le couteau sous la gorge aux gens et de leur dire achète absolument, sinon tu vas rester, je sais pas quoi. Hein, le marketing comme on l'aime bien, non, c'est faux. Donc ouais, c'est important de prendre le temps de le faire et de savoir combien de temps les gens vont mettre aussi à passer à l'action, parce que ça aide à faire les choses pour déclencher tout ça, quoi. Carrément. Et puis comme tu dis, d'accepter aussi que des fois ça se transforme pas en client et que c'est ok et que ça fait partie du processus. Et j'allais te dire, c'est comme dans la vraie vie, quand tu vas, je sais pas, à des apéros entrepreneurs, tu t'attends pas à ce que tous les entrepreneurs qui sont dans la pièce vont travailler avec toi. Il y a plein de gens avec qui tu vas parler, tu vas passer un bon moment, tu vas échanger et peut-être qu'il se passera jamais rien en termes de business, mais tu auras quand même fait une belle rencontre. Ça peut devenir quelqu'un avec qui tu vas peut-être aller boire un café ou... Voilà, ça reste des échanges humains qui vont venir nous nourrir. Il ne faut pas toujours avoir en tête l'objectif de vendre à tout prix non plus, quoi. Non, carrément. Et puis c'est encore une fois pas l'objectif du... Enfin, Oui si, et in non. fine, c'est quand même... voilà. Mais disons que le but premier du marketing conversationnel, c'est quand même de créer du lien, de connaître la personne. Et comme tu dis, il y a des personnes qui ne deviendront jamais tes clients, mais qui peuvent devenir des business friends, des friends tout court, et même des prescripteurs, en fait. Moi, il y a plein de personnes avec qui j'ai jamais travaillé, qui apprécient mes contenus, qui lisent mes contenus, qui sont hyper fidèles, qui sont là. Et c'est pas rare qu'il y ait des personnes qui débarquent sur mon compte Instagram et quand je leur dis comment t'es arrivé jusqu'ici et qui me disent il y a un tel qui m'a parlé de toi. Mais un tel n'est pas ma cliente. Tu vois. Ouais. Un tel, elle lit juste mes contenus finalement. Mais parce que un tel a confiance et un tel on a déjà discuté et donc elle a parlé de moi à sa copine, peut-être que sa copine elle aura besoin de moi et on travaillera ensemble, tu vois. Donc c'est encore une fois créer du lien. On en revient et on dit beaucoup, répète toujours beaucoup la même chose, mais c'est le plus important pour moi dans la com. Donc le marketing conversationnel, c'est ça, il faut pas l'oublier aussi. Effectivement, tu as raison de se dire que il y a des personnes, ça sera juste des personnes avec qui tu discutes. Et c'est aussi très bien, et il en faut des personnes qui seront soit te réaiguiller vers d'autres personnes, soit te recommander. Enfin voilà, donc c'est important. Carrément. Pour en arriver maintenant aux questions un peu plus personnelles, comment est-ce que tu organises tes journées, Clémentine? Dans une semaine, par exemple, une semaine type avec toi, comment ça se passe? Eh écoute, jusqu'à la semaine dernière, je t'aurais dit je sais pas, selon le flow, selon l'envie, etc. Bon, il s'avère que depuis 2 semaines là, je suis devenue mentor dans un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs, donc un gros programme avec beaucoup d'inscrites, et même en fait dans 2 programmes. Donc il a fallu que je réfléchisse un petit peu plus organisation et que je prévoie, histoire que tous mes agendas de rendez-vous ne s'entremêlent pas et que ça ne soit pas un bazar sans nom. Donc là, je
peux te répondre. Je me laisse des journées et des demi-journées pour mon business. Donc le lundi, par exemple, pas de rendez-vous. Full que pour mon contenu, ma communication, mon business, ma réflexion, ma stratégie, etc. Le lundi, c'est ma journée. Je n'existe pour personne, plus ou moins. Euh, le mardi, mercredi, jeudi matin, pareil, mais ça peut être des créneaux où je prends des accompagnements, où je bosse avec des clients selon, voilà. Euh, le mercredi après-midi, jeudi après-midi, consacré à mon mentoring dans l'autre programme que j'ai rejoint. Euh, Mercredi après-midi, focus pour mes clients en accompagnement, c'est le créneau prioritaire. Et le vendredi, le matin, je vais au sport, je vais à l'équitation, donc je ne travaille pas. Enfin, je fais une petite heure de boulot pour mes clientes et après, je vais faire de l'équitation. Et le vendredi après-midi, on va avoir plutôt une zone tampon en mode, voilà, s'il reste des rendez-vous, des appels découvertes, des choses que j'ai pas eu le temps de faire, voilà, je me laisse cette zone tampon. Donc voilà à quoi ressemble mon planning, ou en tout cas l'idée de mon planning que j'ai plus ou moins fait il y a 10 jours, enfin même pas en fait, il y a 3 jours quand ça, pour essayer d'avoir une vision un peu plus voilà, précise de à quoi ressemblent effectivement mes journées. Parce qu'avant, quand il y avait que moi, mon business et mes clientes, bon bah voilà, selon mes trous, mes plannings, mes machins, je m'organisais un peu. Mais là, quand tu intègres deux autres business, bon bah il faut que ça matche quoi. Carrément, carrément. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu es team routine ou d'ailleurs est-ce que tu n'es pas du tout team routine? Et si tu es team routine, est-ce que tu en as concernant notamment ton bien-être pour garder justement ton bien-être mental, physique en tant qu'entrepreneuse? Ah, ça c'était un gros sujet. Un gros sujet de ces derniers mois. J'essaye tous les jours, quand il pleut pas en tout cas, mais tous les jours d'aller me faire une petite balade et de prendre l'air. Parce que, et ça c'est noté dans mon agenda, hein, c'est-à-dire que tous les jours il y a mon créneau prendre l'air. Parce que sinon je ne sors pas, je suis une ermite. Sinon je peux passer des semaines et des semaines sans sentir l'air sur mon visage. Donc voilà, il a fallu se faire un peu violence et s'imposer, comme pour le taf, des moments pour sortir. C'est un peu grave, mais écoute, ça m'aide. Ouais, il y a eu ce gros questionnement de bien-être parce que j'adore ce que je fais, je kiffe mon boulot. Mes passions avant mon travail, enfin avant que je me lance en freelance, c'était de faire du RPG sur Internet. Donc c'était de rédiger, de faire des petites histoires, etc. etc. Et d'avoir un blog. Enfin bref, ma passion est devenue mon métier. Trop bien. Et donc, pendant longtemps, je me suis pas trop posé de questions, etc. En 2022, ouais, ça va faire déjà 2 ans bientôt, je me suis dit, mais du coup, en fait, j'ai rien pour faire soupape, à part me mettre sur mon canapé et chiller devant Netflix, quoi. Ce que j'aime bien faire, mais au bout d'un moment, bon, voilà. J'étais là, mais du coup, bon voilà, j'ai fait ma journée, rédiger après avoir passé une journée à réfléchir, trouver des idées de contenu, des stratégies de com, etc. Non, mon cerveau, il a plus envie de se remettre à réfléchir après. Donc, bah, ma passion numéro une ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma passion? Qu'est-ce que j'aime faire? Donc, ça a été une vraie question, un vrai questionnement. Et donc là, depuis 1 an et demi, j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais petite, c'est du point de croix. Et du coup, maintenant, tous les soirs, presque, en tout cas j'essaye, je me fais une petite session, voilà, point de croix, ça me permet de débrancher mon cerveau, de pas être sur les écrans, tu vois, de faire autre chose. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'essaye de réintégrer des choses qui me font du bien et qui me font plaisir. Mais vu que j'adore ce que je fais, c'est vrai que c'est compliqué de sortir. Même si l'idée, c'est pas de bosser 50 heures et que en vrai, je bosse entre 20 et 25 heures par semaine, je suis quand même beaucoup sur mon ordi, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros problème. Passer des heures et des heures sur Insta chaque jour. Donc voilà, c'est petit à petit, mais on recommence à trouver des choses qui font sens. Trop bien, parce qu'en fait c'est tellement important quand on est entrepreneur, on est souvent passionné par ce qu'on fait et on peut avoir tendance à se perdre dedans. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper important, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, pour savoir un peu ce que les gens mettent en place de leur côté pour maintenir ce bien-être.
Et du coup, c'est super intéressant de se dire que tu peux avoir des activités plus manuelles, que c'est pas forcément d'aller, je sais pas, faire une séance de sport par exemple pour se détendre, mais que faire du point de croix. Enfin, tu vois, c'était la première personne qui me dit qu'elle fait du point de croix pour son bien-être, donc je trouve ça trop cool, tu vois. Ouais, moi, je suis pas du tout une sportive. Je te dis, là, j'ai repris l'équitation. Donc, le vendredi matin, je vais quand même m'aérer la tête. Et ça, c'est un bon moyen de couper, de penser à rien d'autre que l'instant avec son cheval. Mais ouais, sinon, à côté, Après, voilà, mon autre passion, c'est faire des concerts. Mais si tu veux, je peux pas faire un concert par soir. Au bout d'un moment, C'est c'est pas clair. jouable. Surtout où j'habite. Je n'habite pas en plein Paris. Donc, il n'y a pas. Et il y a pas voilà, il y a pas cette possibilité-là. Donc voilà, faut trouver autre chose entre ma passion qui est mon taf et l'autre passion qui est faire des concerts, mais que bon, déjà le compte bancaire ne le permet pas de le faire tous les jours et que j'habite à la campagne à côté de Cognac. Donc si tu veux, les concerts, il y en a pas non plus tous les jours. Ouais. Clémentine, quelle croyance la plus grosse tu as dézinguée depuis que tu es entrepreneuse? Waouh! Oh la question compliquée! La croyance la plus grosse que j'ai dézinguée, il y en a tellement! Ou celle qui t'a peut-être le plus impacté dans ta Ouais, vie? ouais, carrément. Ah, c'est compliqué parce que l'entrepreneuriat, c'est une vraie thérapie en vrai. Tellement. En tout cas, celle à laquelle je pense en premier, là, il y en a sûrement d'autres, et ça se trouve, c'est même pas la plus grosse, mais c'est le fait de demander. Je m'explique. Je suis depuis toute petite très 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 indépendante. C'est une valeur qui m'est chère et j'aime mon indépendance et j'aime être indépendante. Et du coup, derrière cette indépendance, il y a aussi ce côté un peu de je peux tout faire toute seule, je n'ai besoin de personne, je peux me débrouiller. Si je demande de l'aide, c'est que je suis moins que si j'en demande pas. Bref. Et donc, pendant très longtemps, j'étais comme ça aussi avec mon entreprise. C'est-à-dire que, mais non, je vais me débrouiller, je vais le faire toute seule, je vais lire des trucs sur Internet et je vais trouver la solution. Et du coup, je demandais pas d'aide. Tu vois, et ça impacte aussi la prospection, tu vois, la stratégie média, démarcher des gens pour intervenir dans des médias, faire du marketing conversationnel. Il y a encore 3 ans, j'aurais jamais fait ce que je fais aujourd'hui, tu vois, aller engager des conversations avec des gens, demander à des gens, poser des questions et tout. Alors que mon kiff ultime, c'est faire des interviews, tu vois. Donc poser des questions, je sais faire et j'adore ça. Mais juste faire ce premier pas, d'oser engager des conversations, oser demander, tu vois. C'était hyper compliqué. Et je pense que l'entrepreneuriat m'a permis de dézinguer ça. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème avec ça. Genre, je sais pas faire, je demande. Je cherche quelque chose et je trouve pas, je demande, tu vois. Vraiment, même en magasin, tu vois, t'es là, tu traînes, tu cherches, tu sais pas. Maintenant, je me pose même plus la question. Ah, il y a un monsieur ou une madame, je vais demander, je vais poser la question. Donc ouais, je pense que ça, en tout cas, c'est auquel je pense le plus, c'est vraiment lâcher avec ce truc de ça parce que je suis indépendante et que je sais faire les choses toute seule, que je suis obligée de les faire toute seule et que ça fait, quel- ça fait de moi quelqu'un de moins bien, je vais y arriver, si je demande de l'aide. Ouais, je vois. Aujourd'hui, comment tu définirais ta relation avec ton business? Dis donc, t'as des questions thérapeutiques dans cette fin de podcast. Comment je définirais ma relation avec mon business? Je dirais je t'aime moi non plus. C'est pas tant ça, c'est que j'adore ce que je fais. Je m'épanouis trop. J'ai pas envie de faire autre chose et tu vois quand ça va pas on passe toutes par ces trucs là de ah je vais chercher du taf, oh, mais pourquoi je me casse la tête, je vais retrouver un CDI, puis tu te mets sur les recherches d'emploi, tu dis ah, non je veux pas faire ça, je veux pas, j'aime trop ce que je fais. Donc j'aime trop ce que je fais, je suis trop alignée, je suis trop à ma place, j'aime trop travailler pour moi, travailler avec mes clientes, etc. Mais j'arrive pas à prendre du recul, enfin j'arrive pas à prendre du recul, j'arrive pas à couper, c'est toujours dans ma tête. Il y a plus, tu vois, ce truc que t'as quand t'es salarié de tu laisses le boulot au boulot.
Mm. Et encore, ça va mieux depuis que j'ai ma maison, que j'ai mon bureau, et que du coup je laisse tout dans mon bureau et que quand je quitte mon bureau, je n'ai plus, enfin j'ai plus mes trucs de travail, quoi, tu vois. Mais c'est quand même encore compliqué. Tu vois, là, dans un mois, je pars en vacances. Première fois, je vais prendre 3 semaines de suite. Euh, bon, est-ce que je vais passer 3 semaines sans penser à mon business? I don't know. Impossible. Ça risque d'être compliqué. Mais du coup, il y a toujours cette charge mentale, tu vois. Il y a toujours ce truc un peu d'épuisement. Et puis, ben voilà, il faut toujours trouver des nouvelles solutions. Il faut toujours réfléchir à des nouveaux trucs. Ça s'arrête jamais, tu vois. Donc, d'un côté, j'adore ça. Je suis hyper contente et je changerai rien. Et d'un côté, je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête toute cette charge? Jamais, puisque, tu vois. Donc, j'ai cette relation un peu ambiguë de je kiffe ce que je fais et en même temps, putain, un CDI où tu laisses tout au taf et t'as pas besoin d'y penser, il n'y a pas de responsabilité, tu vois. Et encore, je suis toute seule, j'ai pas d'équipe. Ouais, ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et maintenant, justement, pour faire le lien avec ce que tu nous disais, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton business? Mes clientes. Là, il y a zéro doute. Moi, je kiffe ce que je fais pour être avec mes clientes et pour travailler avec mes clientes. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je retravaille mes offres et tout pour être vraiment à 100% sur des offres où je suis en one-one avec mes clientes, où je parle avec mes clientes, où je vois mes clientes. Moi, c'est ça qui me nourrit le plus, tu vois. Trop bien. Et pour finir, 2 questions. Est-ce que tu aurais un livre à nous partager qui t'a marqué ou que tu as lu récemment, que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs parce que il n'est pas assez connu et que toi, il t'a trop marqué? Bien. La prochaine fois que tu mordras la poussière, Ok. c'est ça. La prochaine fois que tu mordras la poussière. Trop bien. C'est ça. Et pour finir, la dernière question pour finir cet échange. Est-ce que tu aurais une phrase ou une citation qui t'accompagne en ce moment et que tu aurais envie de nous partager? Ouais, alors elle m'accompagne pas que en ce moment, c'est vraiment la citation qui est sur mon espace Notion, c'est la truc que je vois tout le temps, mais qui est hyper alignée avec ma vision et ce que je prône et ce que je veux transmettre. C'est une citation de Marianne Williamson qui dit: On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. J'adore, j'adore et ça clôture hyper bien notre échange. Un grand merci Clémentine. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur toi, te rejoindre, on peut les emmener peut-être sur ton Instagram. Est-ce que tu as un autre endroit où tu voudrais les rediriger? Tout à fait. Donc Instagram clémentine.lavote et le podcast Comme toi. Donc comme la com, C-O-M, et toi comme toi. Pas le toi. Toi-même. Trop bien. Eh bien écoute, un grand merci Clémentine. C'était hyper intéressant d'avoir cette vision du marketing conversationnel auquel on pense pas forcément toujours. Donc merci à toi pour cet échange. Merci Éléonore. À très vite. À très vite. Ciao.